Être célibataire est souvent perçu comme une situation difficile, subie, peu enviable. Alors imaginez que de plus en plus de personnes le sont par choix et particulièrement inconcevable pour une grande partie de la population, biberonnée aux comédies romantiques et aux récits de célibataires désespérés à la Bridget Jones. How's your love life? How's your love life? Why is it there are so many unmarried women in their 30s these days, Bridget? Suppose it doesn't help that underneath our clothes our entire bodies are covered in scales. That was the moment I decided to take control of my life. We'll persevere with resolution to find a nice, sensible man. Pourtant, l'amour romantique, monogame, hétérosexuel n'est pas le seul modèle de relation que nous pouvons envisager. Il est même le moins désirable dans certains cas. C'est en tout cas le point de vue de la journaliste Aline Laurent-Maillard, autrice de Post-romantique, qui détaille les effets néfastes de l'injonction à l'amour romantique dans la culture, les discours et les institutions. Depuis quand l'amour romantique est-il aussi important ? Quels problèmes cela pose-t-il ? Quelle place donner aux célibataires ? Et surtout, comment pourrions-nous faire autrement ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Aline Laurent-Maillard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste indépendante, autrice de notamment 2 podcasts à succès intitulés Free from Desire, comment la sexualité m'a libérée et Bienvenue bébé, journal de bord d'une éducation non genrée. Et aujourd'hui, vous avez publié aux éditions J.C. Lattès ce livre post-romantique, comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société. Alors avant qu'on aille plus loin dans le détail de votre livre, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire cet ouvrage ? Il commence par une rupture amoureuse, mais pas la vôtre, celle de votre sœur. Oui, alors l'idée, elle n'est pas venue quand j'ai vu la rupture amoureuse de ma sœur. C'est surtout une expérience personnelle, puisque je n'ai jamais ressenti dans ma vie une attraction romantique. Sociétalement, ça a été dur à porter, en fait, de sentir la différence, de me dire « mais pourquoi moi, j'y arrive pas ?» Il y a eu toute une période de ma vie où je me suis forcée. Je me suis forcée parce que le regard des autres, moi, finalement, j'ai toujours été bien en tant que célibataire, mais le regard des autres m'a poussée à me forcer, à me mettre dans des situations qui étaient violentes, parfois, je vais le dire, foncièrement violentes, surtout quand on cherche vers des relations hétéros. Et ça a été un coût émotionnel, un coût financier aussi, de m'investir comme ça, d'aller sur Tinder tout le temps. Et en même temps, je voyais bien que une des raisons pour lesquelles je me poussais à être en couple, c'est que la vie en tant que célibataire est compliquée. Elle est compliquée à la fois, donc on l'a dit, tout ce qui est ce qu'on appelle le single shaming, donc le fait qu'on nous fasse sentir comme étant moindre quand on est célibataire, le fait en fait d'être humilié constamment avec plein de petites réflexions qui vont que toutes les personnes célibataires ont déjà connues. Bon alors, c'est pour quand ? T'as trouvé quelqu'un ? C'est toujours la première question quand on voit des amis. C'est et alors les amours, comme c'était la chose la plus importante. C'est oh t'en as bien du courage, mais ça va arriver, t'inquiète pas. Et qu'il me pose la question redoutée par tous les célibataires attardés. Alors, comment vont les l'amour? Super. Merci, oncle Geoffrey. Toujours pas de jus, là, dis-le. Ces filles qui n'ont que leur carrière en tête, mais on ne peut pas repousser indéfiniment. Tic-tac. Donc voilà, toutes ces petites réflexions qui font qu'on a l'impression d'être moins qu'eux en tant que célibataire. Et puis après, il y a le coût de l'immobilier, le coût d'acheter des parts individuelles au lieu d'acheter des packs familiaux, le coût des vacances. On ne peut pas partir en vacances seul. En fait, il y a énormément de choses. Et d'ailleurs, l'INSEE l'a montré, ça coûte 1,5 fois plus d'être célibataire que d'être en couple. C'est-à-dire qu'une personne en couple a besoin de gagner 50% de moins qu'une personne célibataire pour arriver au même niveau de vie. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et moi, je me suis vraiment demandé, mais comment est-ce qu'on fait en fait pour rendre la vie des célibataires plus heureuse ? Parce que les célibataires, je les vois constamment dans ma vie. Il y a des personnes comme moi qui ne ressentent pas d'attraction romantique. Il y a aussi des personnes qui ne choisissent pas le célibat parce que elles valent pas grand-chose sur le marché de la bonne meuf, comme dirait Virginie Despentes, que ce soit parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont racisées, parce qu'elles n'ont pas le physique des magazines. Donc il y a énormément de raisons qui font qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont célibataires. Donc déjà je voulais écrire ce livre pour ça, pour les 4 personnes sur 10 dans notre société qui ne sont pas en couple. Et puis aussi parce que foncièrement, si le célibat c'est pas une option, être en couple c'est pas une option. C'est-à-dire qu'on rentre dans le couple sans se poser la question de est-ce que c'est le meilleur modèle pour nous. Ça veut aussi dire qu'on va se forcer à se mettre en couple avec des gens, même si la situation romantique, ça n'est pas la bonne. Je veux dire, j'ai pas besoin d'expliquer aux gens qui regardent Blast à quel point le couple, ça peut être un lieu de violence. Donc on va se lancer dans une situation de couple, peut-être uniquement parce que
on n'imagine pas, c'est pas concevable d'être célibataire, puis on va rester en couple parce que c'est pas imaginable ou parce que c'est une trop grande précarisation de sortir du couple. Si on s'intéresse au célibat, en fait, tout le monde y gagne. Je veux dire, les personnes qui ont envie d'être célibataires, ils gagnent. Les personnes qui n'ont pas d'autre choix, qui n'arrivent pas, en tout cas, qui aimeraient autre chose, mais qui n'y arrivent pas, ça va leur rendre la vie plus facile. Et ça va aussi permettre aux gens en couple d'être mieux dans leur couple parce que, et ça, j'en suis persuadée, si les hommes arrêtaient de penser que les femmes allaient rester dans le couple quoi qu'il en soit, ils feraient peut-être un peu plus attention à ce qu'ils faisaient. Et donc, on aurait peut-être un petit peu moins de violence et d'inégalité dans le couple. Et donc, cette difficulté sociale à être célibataire, cette difficulté économique à être célibataire, et donc la violence sociale, ou en tout cas la violence symbolique qu'on peut subir, ça s'inscrit dans le cadre d'une culture, qui est celle de la culture romantique, que vous décrivez très longuement dans cet ouvrage. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'on sait, je pense que celles et ceux qui nous regardent y ont déjà pensé, on est abreuvé de films où il y a des histoires d'amour, on entend ça depuis qu'on est presque né avec les contes où il y a une princesse qui va tomber amoureuse d'un prince. Enfin voilà, ça c'est une histoire qui a été 1000 fois répétée. Mais dans votre livre, vous allez vraiment dans les détails et vous expliquez comment toute notre culture, que ce soit de la publicité aux films, les séries, les livres, les discours, tout est imprégné de ce modèle de l'amour romantique, c'est-à-dire cette émotion qui serait plus forte que nous, qui ne serait pas une émotion construite. On a beaucoup cette idée que l'amour, voilà, ça s'empare de nous, l'amour romantique, alors qu'on n'a pas du tout cette même conception pour l'amitié, et que ça, c'est nouveau. Et ça, c'est ça que je ne savais pas, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de la littérature, même si, bien sûr, on retrouve des écrits sur l'amour qui peuvent dater d'il y a longtemps. Vous expliquez que socialement, culturellement, jusqu'au XVIIIe siècle en France, eh bien, tomber amoureux, c'était pas du tout valorisé comme ça peut l'être aujourd'hui. C'était pas quelque chose qui faisait de nous un être un peu supérieur d'une certaine manière. Oui, c'était même vu, si on prend l'Antiquité, alors, on n'utilisait pas le mot romantique, parce que le mot romantique, il vient du mouvement romantique, donc du 19e siècle, pardon. Le mot amoureux est aussi un mot très récent. Avant, ça voulait juste dire être aimable. Et puis après, ça voulait dire aimer quelque chose. Mais on pouvait être amoureux d'art. D'ailleurs, on a toujours cette expression qui reste. Et être amoureux de personnes romantiquement ou pas. Donc, tous les mots qu'on a, en fait, sont hyper récents, parce que l'idée de ce sentiment, est récent. Et avant, on avait l'idée de la passion, par exemple, de l'attraction sexuelle, de la passion, tout ça. Et quand on va dans la Grèce antique, ou la romantique, c'était hyper mal vu. C'était vu comme étant vraiment victime de ses émotions, comme étant faible. On disait que ça amollissait les citoyens. Donc il y avait vraiment quelque chose... Bien sûr, c'était pensé uniquement au masculin pendant très très longtemps. Donc en fait, pendant la grande majorité de l'histoire de l'humanité, c'était un sentiment qui, certes, parfois arrivait. On pouvait ressentir cette attraction autre que l'amitié vis-à-vis de quelqu'un. Pas forcément sexuelle, les deux historiquement, n'ont pas été liés comme on les lie aujourd'hui. Mais c'était pas quelque chose qui était valorisé. Et surtout, on se disait pas que toutes les personnes allaient tomber amoureuses entre l'âge de 18 et 30 ans. Rien avant, rien après. Voilà. Et puis après, on reste ensemble pour le reste de la vie et puis on est attiré par personne d'autre. Il y a un truc un petit peu lunaire de se dire que tout le monde devrait le ressentir pour une seule personne. Un peu tout le concept de l'âme sœur. Bien sûr. L'âme sœur, comme par hasard, il y en a une, et comme par hasard, elle habite dans notre quartier, elle habite pas loin, elle gagne à peu près le même argent que nous, elle a la même couleur de peau que nous, la même religion souvent. Enfin, c'est un petit peu lunaire, en fait. Quand on commence à y réfléchir, on se dit, bah oui, non, mais c'est pas crédible, cette histoire. Bien sûr qu'on n'est pas naturellement construit pour tomber amoureux d'une seule personne. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve hyper intéressant, parce que je me suis posé cette question moi-même, je me suis dit, mais c'est quoi l'attraction romantique ? Pourquoi les autres y arrivent ? Quand je dis y arrivent, c'était comme ça que je le percevais, et bien sûr, c'est pas un objectif, mais c'est comme ça que je le percevais. Pourquoi les autres arrivent et pas moi ? Et en fait, quand on regarde le système des rencarts, c'est assez fascinant, parce que on arrive, les deux personnes sont motivées en même temps, et se disent, bon, nous, on est là parce qu'on a envie de tomber amoureux. On met de côté les dates purement cul. On est là parce qu'on a envie de tomber amoureux. Et donc, du coup, on rentre dans toute cette routine un petit peu où on va se poser les bonnes questions, on va créer de la proximité, on va partager des choses, on va se regarder droit dans les yeux. Et tout ça, ça va créer quelque chose, ça va créer une tension. Et en fait, au bout de 3 rencarts, on va pouvoir se dire, bon, bah ça y est,
je commence à ressentir quelque chose. Puis on va suivre tout un tas d'étapes, hein, ce qu'on appelle le script, alors c'est souvent un script hétérosexuel, mais voilà, le script romantique, où on va d'abord avoir des rencarts, puis devenir intime physiquement ou sexuellement, puis après, au fur et à mesure, on va se dire « je t'aime ». Le « je t'aime », il ne veut pas du tout dire la même chose que le « je t'aime » avec ses parents. Tout de suite, c'est un passage à une étape supérieure, puis on va emménager, etc., jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que beaucoup de féministes appellent l'escalator de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on a dit « je t'aime », après on emménage ensemble, après on fait des enfants, et c'est le chemin qui est tracé, qui est ce script qu'on a tous en tête. Puisqu'on l'a vu dans même des chansons, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais les chansons, les films, toute cette culture, et on sait où aller, quoi. C'est ça, en fait. Et c'est aussi cette idée que ça serait plus simple. On suit le chemin qui nous a été donné, sans se poser de questions, sans se demander à chaque moment, sans avoir cette discussion entre les deux personnes d'un couple, en se disant qu'est-ce qu'on ressent, où est-ce qu'on veut aller. On suit le chemin, c'est tout tracé. Ça nous permet d'avoir le respect de la société. Et puis en plus, la société, elle est construite pour les couples. Elle est construite pour ces schémas. Donc on va vers la facilité, en fait, dans ces situations-là. Et ce que vous montrez, c'est que ça commence très très jeune. Vous écrivez, je vous cite, « Le passage à l'âge adulte dépend désormais de nos succès sexuels et amoureux ». Et donc ça, c'est nouveau pour vous. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir ces rites de passage. Aujourd'hui, c'est de se mettre en couple. C'est ça, vraiment, qui va tout parachever. Dès leurs premières années, les enfants apprennent l'importance de se mettre en couple. À leur naissance, les parents et leurs amis plaisantent. Avec un peu de chance, leurs enfants se marieront ensemble. À la crèche, on décrète que 2 enfants du sexe opposé sont amoureux dès lors qu'ils jouent ensemble. En maternelle, on encourage les filles à s'imaginer en princesse sauvée par un preux chevalier. On leur dit qu'elles sont belles avec leurs jupes, qu'elles vont faire craquer tous les garçons. On leur fait comprendre que leur valeur dépend de la validation d'un homme. En primaire, on attend des enfants qu'ils vivent leurs premiers émois. Les adultes commencent à leur demander s'ils sont amoureux, s'ils ont un amoureux ou une amoureuse. Donc nous avons tendance à voir l'amour romantique comme une récompense de notre supériorité naturelle et de nos efforts. Le couple se mériterait. Il faudrait s'apprêter, se présenter sous ses meilleurs atours, sur les applis, se vendre pendant le rencard pour y mettre du sien, faire des compromis, travailler sa relation, s'investir. Dans ce contexte, le célibat est donc perçu comme un échec réservé aux fainéants, fainéantes et aux personnes soi-disant impossibles à aimer. Ce que vous nous montrez, c'est vraiment que ce script est tellement intériorisé qu'on n'arrive pas à ne pas se sentir inférieur si on ne l'a pas suivi. En fait, c'est marrant aussi parce que les enfants, en fait, souvent, quand ils se disent amoureux, amoureuses, mais comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Parce que on apprend ce script parce que c'est le seul qu'on nous donne et qu'on l'entérine à travers toute la culture, toutes les représentations qu'on a. Mais les enfants vont avoir jusqu'à 6 amoureux et amoureuses. Et en fait, pour eux, ça veut juste dire meilleurs amis. Et c'est intéressant de voir la façon dont ces enfants comprennent ce concept, qui est complètement à côté de la plaque, et de voir en fait que ça ne vient pas naturellement, contrairement à ce qu'on nous dit. Il faut vraiment qu'on le pousse aux enfants pour qu'après, en grandissant, ils l'obtiennent. Et puis après, effectivement, on va se jouer quelque chose vraiment de la valeur, de notre valeur. On le voit bien d'ailleurs dans les films et les séries. Et, on a très très peu de célibataires. Vraiment, c'est très difficile de trouver des personnages célibataires. Et pas des personnages principaux, en tout cas. Alors, des personnages principaux, il n'y en a pas. Enfin, genre vraiment, à part l'exception de Miranda dans Sex and the City et de Barbie, et on y reviendra peut-être plus tard, ça n'existe pas, les personnages principaux célibataires. En tout cas, pas qui restent célibataires. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont célibataires, mais qui après... Exactement. Les personnages qui sont vraiment célibataires et qui ne sont pas dans une quête de la romance, comme Bridget Jones, par exemple, il y en a pratiquement aucun. C'est vraiment des exceptions qui confirment la règle dans les personnages principaux. Et dans les personnages secondaires, ça va être... il y aura plusieurs types de représentations qui seront pratiquement toujours négatives. On va avoir les gens qui sont impossibles à aimer. Les picsous, méga avare. Tintin, de toute façon, il est asexué. Enfin, il n'est même pas asexuel. Il est juste, il n'existe pas. Il est juste là pour être journaliste. On va avoir après toutes les personnes qui sont détestables. Angela dans The Office. Dans The Office, on a aussi Michael Scott qui a des relations romantiques parfois, mais qui reflète vraiment le fait qu'il est idiot. Enfin, qui aurait envie d'être avec Michael Scott? D'ailleurs, à un moment, il est en couple. Il se met en couple. Et d'ailleurs, mais la raison pour laquelle il est en couple, c'est parce que l'autre a clairement pas bien dans sa peau et cherche à être avec un idiot. Elle le dit clairement. Donc il y a toujours ce truc, c'est les femmes, elles sont dans tous les cas, ce sont des personnes qu'on n'arrive pas à aimer, les célibataires. Et les femmes, en plus, elles sont radines, elles sont égoïstes, elles ont vraiment toutes les tares du monde. Et d'ailleurs, il y a une étude que j'adore citer de Bella De Paolo où elle a montré des images de gens lors d'une étude. Elle leur a dit voilà, ces personnes-là sont célibataires, ces personnes sont en couple. C'était bien sûr les mêmes photos. Et elle a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient.
Et en fait, c'est dingue, mais ça c'est une étude qui a une dizaine d'années, quoi. Les gens disaient, des personnes célibataires, et surtout plus elles vieillissaient, c'est-à-dire que jeunes ça va parce qu'on se dit qu'elles ont encore le temps, et puis après, non, là c'est plus possible, que c'était les mêmes choses qui revenaient. Elles sont moches, elles sont égoïstes, elles sont... À partir d'une photo, c'est quand même absurde. Le simple fait de dire célibataire, ça te permet déjà d'imaginer tout un tas de traits de personnalité. On se dit... cette personne n'a pas réussi, encore une fois, à être en couple, donc ça veut dire qu'il y a un problème avec elle. Donc elle n'est pas aimable, ou alors elle n'est pas aimante. Il y a aussi tout un côté de pathologisation, on va dire, elle doit avoir des traumatismes, elle doit être incapable d'aimer parce qu'elle a été mal aimée, elle doit avoir un des troubles de la neurodiversité, elle doit être autiste, ça c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup, ou alors on va carrément dire elle est psychopathe. Et par exemple, on voit dans les films de Hitchcock, les célibataires sont tous des serial killers, hein. C'est simple. Si on ne désire pas être attiré romantiquement par des autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est très fort dans notre culture. Alors justement, pour rester sur les questions culturelles, il y a un roman que vous citez, ou plutôt un film, c'est Les 4 filles du Dr March, qui est un des grands classiques de la littérature et même du cinéma, puisqu'il y a eu plusieurs films sur cette histoire. Donc ces 4 filles dont on va suivre les destinées, et qui vont toutes se marier, sauf Jo. Sauf que dans le livre, elles se marient. Et dans l'adaptation qui en a été faite par Greta Gerwig, là, elle a refusé qu'elle se marie parce qu'elle dit que l'éditeur a probablement insisté à l'époque pour que son personnage se marie, parce que sinon, c'était pas possible de faire une fin heureuse. Oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Greta Gerwig, elle a relu le livre avec une perspective vraiment féministe et elle l'a croisé avec tous les textes qu'on a et toutes les informations qu'on a sur l'autrice de ce livre. Et en fait, l'autrice, elle a écrit Jo March un peu à son image, parce qu'elle-même est une autrice qui ne s'est jamais mariée, qui ne comprenait pas pourquoi ses sœurs avaient envie de se marier. Vraiment, ça l'a dépassée. Et donc, elle a écrit ce personnage qui est son alter ego, en fait. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, elle se marie. Et en fait, Greta Gerwig, par son livre, par les discussions qu'il y a entre Jo March, le personnage, et son éditeur, montre que c'est l'éditeur qui a influencé effectivement pour qu'il y ait cette fin. Et la fin des filles du Dr March de Greta Gerwig, on est un peu dans le flou. Donc elle ne dit pas non plus qu'il ne se marie pas, mais elle ne dit pas non plus que Jo March et l'homme se marient. On ne sait pas trop, elle laisse le flou, mais elle montre qu'il y a eu une manipulation à l'époque pour imposer le couple. Et ça, c'est très symptomatique aussi de toute cette période. En fait, on parle aussi, si on dit que c'est romantique, c'est parce que c'est lié au roman. C'est lié au roman, et l'amour romantique est vraiment né quand tout d'un coup les gens ont commencé à acheter des romans, à lire, et on voit qu'au fur et à mesure, les gens se sont dit, en fait, c'est ça qui se vend le mieux. Et on a un petit peu imposé ce style. Avant, au départ, il y avait beaucoup plus de style littéraire, et puis après, ça s'est refermé sur les histoires d'amour romantique. Histoire dont les femmes raffolent beaucoup plus que les hommes. Alors, c'est ce qu'on dit. Mais... C'est ce qu'on dit. Alors, bien sûr, dans les faits, si les hommes vont dire que les histoires d'amour, ça les embête, pourquoi ils nous ont encore mis une histoire de bonne femme dans ce film d'action, etc., etc. Après, je pense que c'est vraiment une question de socialisation, à qui on a appris ces histoires, parce qu'on voit que déjà dans la littérature enfant, on voit très bien que les personnages garçons vont plutôt avoir des grandes aventures, aller sur un canoë, partir dans l'espace, alors que les filles, pour se retrouver, vont être obligées de se tourner vers des histoires plutôt romantiques. Donc déjà, il y a tout cet aspect de socialisation. Mais dans les deux cas, il y a un ras-le-bol de l'omniprésence de l'amour romantique. Et une étude est sortie, je crois, il y a moins d'un an, qui prouvait que pour les jeunes aux États-Unis, la moitié voulait plus de représentation d'amour platonique et amical. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment où ils se disent, mais en fait, ça ne représente pas nos vies. Nos vies ne sont pas entièrement tournées autour de l'amour romantique. Et on a plein d'autres choses qui nous épanouissent, on a plein d'autres liens qui sont importants dans nos vies, et on voudrait les voir plus souvent. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est les séries sur les adolescents. Il y a une série que j'adore qui s'appelle Scam, et j'adore la version française. Mais vraiment, la dernière scène où on voit tous les gens de toutes les saisons qui se sont mis au couple progressivement dans la série et ne se sont jamais séparés, ce qui fait qu'à la fin, on a un groupe de potes avec que des couples. Oui. Mais vous avez 17 ans! Mais c'est juste dingue. Et dans la réalité, ça n'arrive pas. Je veux dire, même si c'est très important de se mettre en couple à l'adolescence, tout le monde n'est pas en couple. C'est loin de là. Loin de là. Et on a dans les médias cette représentation, ou dans les séries adolescentes surtout, vraiment l'amour romantique est plus important que tout, même s'il y a des amitiés, les amitiés vont quand même être moins valorisées.
ça a beau être finalement, et quand on regarde des séries comme Sex and the City, pour en citer la plus connue, ou Friends, le plus important, ce sont les amitiés. Mais on va quand même les utiliser comme une sorte de base, et les intrigues, ça va être autour des couples. autour du couple, voilà. Et alors, vous comparez carrément l'amour à une religion, puisque vous rappelez qu'au sein du couple, comme dans les religions, eh bien, les membres cherchent à passer beaucoup de temps ensemble, ils ont des rituels, ils ont des objets sacrés. Vous citez les propos du sociologue Randall Collins qui dit « Ce n'est pas par hasard que les amoureux se considèrent comme absolument merveilleux, car c'est précisément le genre d'idéalisation que produisent les rituels réussis. » Est-ce qu'on ne va pas un peu loin si on dit que l'amour romantique, c'est une religion ? Non. Non, il faut comprendre en fait, c'est pas de moi que vient cette comparaison, vous l'avez cité, c'est Randall Collins qui en parle en se basant sur tous les travaux de Durkheim sur la religion, parce que je suis loin d'être la première personne qui se demande pourquoi est-ce qu'on est depuis 150 ans, disons, autant obsédé par le sentiment romantique. En fait, il y a eu tout un travail de création, tout un processus en fait sur le long terme qui nous a permis d'arriver là, et notamment le sentiment romantique et l'injonction romantique, plus surtout, elle est apparue au moment où la religion, telle qu'on la connaissait avant, déclinée, exactement. Et donc, on a vraiment eu un mécanisme de balancier. Et pour comprendre comment le couple, c'est à ce point imposé, effectivement, suivre la comparaison du couple et de la religion et de ses mécanismes, et de l'euphorie qu'il peut créer, et de la dépendance qu'il peut créer, et de l'espoir que ça va nous apporter salut et prospérité à tout jamais, tout ça, c'est très pertinent. Puis, il y a aussi autre chose, c'est le fait que, donc, il y a à la fois comprendre que le couple, c'est une mini-religion de deux personnes, et dans laquelle on met tous ses espoirs, et que l'amour romantique, c'est aussi une religion globale. Désormais, on ne va pas attendre, je disais, le salut, on ne va pas l'attendre, pour la majorité des gens, en tout cas dans le monde occidental, de la religion, mais on va l'attendre de l'amour. On va se dire, c'est ça qui va me permettre d'être heureuse dans ma vie pour toujours. Et donc, on est sur les mêmes mécanismes, et on le voit très bien, on a exactement les mêmes mécanismes, parce qu'on va avoir des personnes qui vont prêcher la bonne parole. Alors ça la majorité des gens le font bien sûr sans s'en rendre compte, notamment à travers la création culturelle. Puis on va avoir des personnes agnostiques, des personnes hérétiques, toutes les personnes, et je pense que j'en fais partie, j'ai écrit ce livre. Vous êtes une hérétique. Je suis une hérétique de l'amour romantique, et puis je ne suis pas capable de tomber amoureuse, c'est pas quelque chose que j'ai en moi, c'est pas une émotion, un sentiment qui est dans mon langage émotionnel. Et puis après, il va y avoir des inquisiteurs, et j'en parle pas énormément dans mon livre, mais il y a une énorme violence au-delà du simple single shaming pour les personnes qui ne sont pas en couple. On va avoir vraiment des pressions, parfois des violences sexuelles aussi, pour ramener les gens vers le droit chemin. Donc vraiment, cette idée d'inquisition qui va pousser les gens à se mettre en couple, elle est hyper forte. Le nombre de personnes qui sont en couple parce qu'il le fallait, ne serait-ce qu'en prenant la communauté LGBT, le nombre de personnes, alors de moins en moins, mais c'est toujours le cas, qui se savaient, disons, pour être optimistes, gays ou lesbiennes, et qui se sont mis en couple pour qu'on leur fiche la paix parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de vivre. Ça en couple avec des personnes du même sexe ou des personnes en couple hétérosexuel. Oui, en couple hétérosexuel, je veux dire. Pour lever les soupçons. Exactement, parce que le regard des autres, le regard de la société est trop dur et parfois même condamnable, je veux dire, en termes de justice, de violence physique, etc. Est-ce que cette question de votre aromanticité, c'est une question déjà qui, j'imagine, vous a travaillé, mais est-ce que c'est une question qu'on vous pose beaucoup, le pourquoi ? Les gens ne me posent pas tellement de questions sur la romanticité parce que j'ai commencé à en parler avec ce livre et que du coup, en fait, je me suis pas mis dans des situations où on me posait la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé d'abord à parler d'asexualité et dans ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de questions dessus. La sexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle. Et généralement, depuis quand même pas mal de temps, je parle aussi d'aromanticité, ou avant je disais aromantisme, mais je trouve qu'aromanticité, c'est un terme plus exact, donc c'est celui que j'utilise maintenant. Et donc le fait de ressentir peu ou pas d'attraction romantique. Et à chaque fois dans les médias, on coupait toujours cette partie-là. On disait juste que j'étais une autrice asexuelle, que je parlais d'asexualité. Et jamais on parlait de la romanticité. Parce que, et les gens m'en parlent assez peu en fait, parce que ça leur semble, ça va au-delà de l'entendement. Ça leur semble complètement impalpable et irréel que quelqu'un puisse dire
je ne ressens pas d'attraction romantique. Si les gens vont me dire, ça t'arrivera un jour, c'est juste que t'as pas trouvé la bonne personne, il faut que tu sois moins exigeante. Et ce qui est drôle, c'est que en revanche, quand je fais la promotion de mon livre, quand je vais faire des conférences sur le célibat, sur la romanticité, sur tout plein de choses, j'ai très souvent, j'ai tout le temps quelqu'un qui va me dire, je comprends, je suis dans la même situation. Que ce soit au maquillage, que ce soit après, que ce soit sur scène. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire, je comprends. Et on m'a dit, il fallait que je baisse mes standards, il fallait que je sois moins exigeante. Et je ne comprends pas pourquoi je devrais être moins exigeante pour choisir la personne avec qui je vais vivre. Est-ce que finalement, être aromantique, et c'est une question que je me suis posée à la fin, est-ce que c'est pas l'aboutissement d'un détachement de notre culture qui nous a un peu lavé le cerveau sur cette question-là ? Je pense que je serais pas... Moi, personnellement, j'ai mis très longtemps à me revendiquer aromantique parce que c'était impossible pour moi d'imaginer que ça puisse être vrai. J'avais beau voir que je ne ressentais pas cette émotion, je m'inventais des amoureux, je me suis inventé des amoureux dès la primaire. J'identifiais des sentiments et je me disais, c'est un sentiment fort. Alors surtout quand j'étais jeune et que je me pensais encore hétéro, si c'était vers les garçons, je me disais j'ai un sentiment fort vers un garçon, donc ça doit être un sentiment romantique. Donc j'ai été complètement aveuglée par le schéma, par ce qu'on m'avait donné en fait, les outils qu'on m'avait donnés en main. Et donc j'ai mis très très longtemps déjà à réaliser que j'étais pas hétéro, puis à réaliser que en fait je n'avais jamais ressenti d'attraction amoureuse et à réaliser après que c'était ok. Oui, alors ça, et c'est évidemment ok. Mais il a fallu beaucoup de questionnements. Et c'est parce que j'ai questionné d'autres choses avant, parce que j'ai questionné mon absence d'attraction sexuelle, parce que j'étais dans les communautés LGBTQ+, parce que j'ai commencé, parce qu'il y a eu Internet. C'est grâce à tout ça, en fait, que j'ai pu en arriver à comprendre ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. Je voulais faciliter le travail à toutes les personnes aussi, potentiellement aromantiques, qui ont besoin d'un petit coup de main pour ouvrir les yeux et se dire « Ok, c'est bon, maintenant c'est bon. » J'aimerais qu'on aille un peu plus loin sur cette notion d'aromantisme, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas. Ça veut dire qu'on n'aime pas dans le cadre de presque d'irrationalité un peu folle qui nous présente comme étant l'amour, le coup de foudre, tout qui nous dit je veux absolument passer ma vie avec cette personne. Mais ce que vous décrivez dans le livre, c'est que vous avez plein de relations avec d'autres humains qui sont des relations d'amour avec votre enfant, avec votre famille, avec vos amis, mais qui s'inscrivent pas en fait dans ce cadre-là. Oui, et ça me fait penser que là, vous avez dit passion, et en fait la passion elle peut aussi être amicale. Et dans le livre, vous en parlez. Voilà, je donne des exemples de foudre amicaux. Exactement, et que souvent les gens vont dire mais non, mais elles sont lesbiennes. Enfin, on a toujours cette présomption que s'il y a une grande passion amicale, c'est que les deux personnes sont dans le déni de leur amitié. La passion, elle peut venir dans plein de formes. Et justement, sur l'accueil que les gens font sur la romanticité, il y a encore pas longtemps, j'étais lors d'une interview et la personne me disait « Non, mais quand même, mais c'est triste de pas vivre de grandes passions. » Et j'étais là genre « j'ai de l'amour, donc j'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose. Je pourrais avoir des passions de plein d'autres façons différentes. Moi, je trouve ça plutôt agréable d'avoir une vie qui a des émotions sur lesquelles je peux compter et qui vont rester dans le temps. Mais c'est marrant, à chaque fois, le peu de fois où les gens m'interrogent dessus, il y a toujours cette idée que je passerai à côté de quelque chose parce que je ressentirai pas les montagnes russes de l'amour romantique. Alors que moi, quand je vois les gens qui vivent comme ça des montagnes russes, et pas toutes les personnes qui sont amoureuses, mais quand même beaucoup, ça n'a pas l'air foncièrement très très funky. Un autre élément qui nous permet de comprendre aussi le poids que fait peser sur nos épaules ce cadre romantique, ce script romantique comme vous le disiez, c'est le fait qu'on se projette immédiatement avec une personne avec qui on a potentiellement une relation romantique pour passer le restant de ses jours avec cet individu tout le temps. Et c'est ça met une pression qui est énorme. Et vous donnez un exemple, vous citez quelqu'un qui donne un exemple qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est, vous dites, les petites habitudes et contrariétés paraissent avoir plus de conséquences, provoquent donc chez le couple des émotions plus vives. C'est-à-dire que ce qu'on va pardonner à un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui mâcherait un peu fort, quelqu'un qui des petits trucs, qui rangerait pas sa chaise sous la table, qui rangerait pas sa chaise sous la table, qui nettoierait mal la table avec l'éponge, ou qui nettoierait trop la table aussi, qui changerait pas assez sa serviette de bain, je ne sais pas. Mais ça, quand c'est un ami, ça va presque nous faire sourire, ça va pas nous provoquer cet agacement. Si c'est un ami avec qui on n'est pas en coloc aussi, parce qu'en fait dès le moment où on vit avec quelqu'un, déjà on se dit ah ouais, donc ça il faut que je le vois tous les jours.
Le coup de la serviette qui traîne, là, ça va être tous les jours que je vais voir cette serviette et que moi, ça va m'énerver et que je vais la remettre. Donc, il y a cette idée, effectivement, que quand on met sur une seule personne la majorité de nos besoins émotionnels, qu'on vit avec cette personne, qu'on élève des enfants avec cette personne, donc ça veut dire qu'on est aligné sur l'éducation, qu'on se projette pour la fin de nos vies, donc on se dit pour toute la vie, ça sera ça. Tout ça, qu'on mentionne aussi notre partenaire financier, notre partenaire économique, notre partenaire de plein de vie, de plans de vie, de vacances, c'est énorme. Mais même en coloc, on n'a pas ça. On se dit pas, je vais passer ma vie à voir cette serviette qui traîne. Sauf cas exceptionnel. Je donne effectivement des exemples de gens qui se disent, bah, moi, mon amitié, ou ma sœur, ou des exemples comme ça, de gens qui disent, cette personne-là, c'est avec elle que je veux construire ma vie. Mais et même là, même là, en fait, il n'y a pas ce même agacement parce qu'on n'est pas liés de la même façon. On n'est pas vu comme étant le reflet de l'autre par la société. Et parce qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Même si on décide de dire ma meilleure amie, ma sœur, c'est ma partenaire de vie, ça va pas être la personne dont on va tout attendre. On va se dire, bah non, j'ai des amitiés aussi. En fait, on va pas être sur la même hiérarchisation. Parce que notre société romantique, elle existe... Enfin, le fait qu'on valorise autant le couple romantique, on se dit, voilà, là, il y a le couple romantique et là, il y a toutes les autres relations. Et en fait, ça, c'est quand même vraiment une façon de nous faire rentrer dans le couple romantique. Si on peut refaire un tout petit peu d'histoire, la raison aussi, on a dit, donc ça, le couple romantique, il est monté au moment de la baisse de la puissance de la religion, mais aussi au moment où les femmes commençaient à prendre leur indépendance et avaient plus autant besoin des hommes et plus autant envie de se mettre en couple. Et donc, ce nouveau narratif, il a permis de convaincre les femmes qu'elles avaient toujours besoin d'être en couple. Et c'est ça qui c'est ça qui a fait qu'en fait, elles se sont dit, ouais, non, en fait, le couple hétéro, c'est super cool. Alors que, et c'est aussi tout le problème, le couple hétéro ne fonctionne pas. Et bon, le couple homo non plus, d'ailleurs, pas tel qu'on l'imagine, pas comme étant la seule chose dans notre vie. Parce que c'est trop pour une seule personne. Une personne ne pourra jamais répondre à tous nos besoins, ne pourra pas nous donner l'altérité dont on a besoin, mais aussi comment, dans une société qui nous apprend à être individualiste, qui nous dit de prioriser notre bonheur personnel, comment on peut prioriser notre bonheur personnel en priorisant le bonheur de l'autre ? Il y a un truc qui est complètement incompatible. Et puis de toute façon, dans une société capitaliste qui nous fait travailler comme pas possible, donc on n'a pas le temps de mettre l'effort. En fait, Bell Hooks dit que l'amour, c'est une action. Et en fait, si on ne prend pas le temps d'être là pour la personne avec qui on est en couple, pour ses amis, pour sa famille, l'amour, il peut pas durer comme ça. C'est pas un truc qui est acquis et qui ne bougera plus. Et puis alors, on rajoute à ça la couche d'inégalité qui fait que ce sont toujours sur les femmes que se posent toutes les charges mentales, parentales, domestiques, etc. Et là, on voit que le couple hétéro, tel qu'on le conçoit à l'heure actuelle, attention, je suis pas du tout en train de dire que le sentiment amoureux, c'est nul, que les grandes passions, les montagnes russes de l'amour romantique, c'est nul et qu'il faut arrêter. Je dis pas du tout ça, je dis juste que l'amour romantique tel que la société le conçoit ne permet pas à l'amour, en fait, qu'il soit romantique ou autre, de s'exprimer dans toute sa beauté. Et qu'en fait, on est en train de détruire un peu l'amour en essayant de le mettre dans une case qui est cassée, en fait, dès le départ. Et alors, face à ça, vous proposez des modèles alternatifs. On va venir un peu sortant de la dépression. À des choses plus positives. Non, mais parce que c'est ce constat. C'est ce constat que vous faites. Si on résume qu'on est vraiment empoisonné par une forme d'image de l'amour romantique qui, à la fin, ne nous permet pas de nous épanouir au maximum dans la plupart des cas et que ça pose de très, très nombreuses limites, notamment pour les personnes qui en sont exclues, qu'elles le fassent volontairement ou qu'elles le subissent. Et on a d'autres manières de faire qui sont notamment, à commencer par le célibat. Le célibat qui commence à retrouver une petite popularité quand même, ou à trouver tout court, dans notamment la culture. Vous l'avez cité tout à l'heure, le film Barbie. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir ? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. Ce film qui a été un des plus des films les plus vus de l'année 2023, montre des femmes célibataires qui sont heureuses. Et à la fin, Margot Robbie ne va pas avec Ryan Gosling. Ce n'est pas... désolé, spoiler, hein, mais c'est pas ce qui se passe. Je sais pas qui je suis sans toi. Tu es Ken. Mais c'est Barbie et Ken. Et donc, elle est quand même heureuse. Et c'est présenté comme un exemple, et vous vous dites, c'est bien la preuve qu'on n'est pas obligé de donner des histoires d'amour romantique pour faire un succès de cinéma. Il y a très peu de films, les énormes succès sont généralement menés par des hommes, et quand ils sont menés par des femmes, c'est des femmes célibataires. Les rares films sur les femmes célibataires
cartonne. Il y a donc Barbie, effectivement, Ryan Gosling, elle est au début avec, mais en fait, elle sait pas pourquoi. D'ailleurs, Ryan Gosling sait pas vraiment pourquoi non plus. Et puis, elle s'en fiche pour le reste du film. Elle ne montre aucun intérêt pour Ryan Gosling, pour Ken, donc. Et la Reine des Neiges. Et la Reine des Neiges est foncièrement célibataire. Et en fait, ce sont les deux plus gros cartons. Ce sont deux femmes célibataires. Et je pense que pour moi, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, ça prouve qu'en fait, il y a énormément de femmes qui aspirent à ça. Et d'ailleurs, après Barbie, il y a eu énormément de femmes qui ont dit ok, j'ai ouvert les yeux, en fait, ma relation avec mon mec, elle va pas, je veux être célibataire. Et il y a eu tout un phénomène où les femmes disaient, ça y est, j'ai plaqué mon mec. Et je pense foncièrement qu'il y a une revalorisation de la célibataire qui a commencé depuis la fin des années 90-2000 avec Sex and the City, où c'était plus genre, je vais être célibataire plus longtemps pour profiter de la vie. Et maintenant, c'est pourquoi arrêter le célibat, pourquoi pas continuer le plus longtemps possible. Mais tout ça, c'est permis parce qu'on commence à avoir une réflexion féministe. C'est aussi parce que le féminisme et MeToo ont montré vraiment que c'était plus acceptable certaines conditions du couple hétéro, mais aussi parce que les réflexions autour de la sororité, notamment, ont commencé à grandir. Toute la culture de la famille choisie qui vient de la communauté LGBTQ+, aussi a montré tous ses bienfaits, a montré qu'on pouvait penser autrement sa vie, qu'on pouvait vivre autrement, qu'on pouvait faire de ses amis, faire de sa famille, qu'elle soit choisie ou d'origine, les piliers de sa vie. Et ça, on le voit de plus en plus avec aussi des offres de logement qui commencent à se développer pour vivre en communauté, pour repenser. Je vois de plus en plus des gens qui disent on va acheter une maison entre frères et sœurs et on va la diviser. Alors, je parle beaucoup d'immobilier dans ce livre. Parce que c'est fondamental. On en a la base. Parlé ici à Blast pour parler du logement, à la place centrale que ça occupe dans nos vies et dans nos porte-monnaies, puisque c'est le premier poste de dépense des Français. Donc, c'est et pour normal beaucoup de personnes, on ne se sépare pas parce qu'on ne sait pas où on va vivre. C'est la première cause de bascule dans la précarité. Souvent, surtout la précarité du logement, c'est lié à une rupture. Exactement. Donc ça a des vraies conséquences. Donc moi, ça me semblait légitime que ça occupe autant de place, justement, ces questions immobilières, puisque c'est même une question qu'on est à Paris, là, beaucoup de gens se posent. Quand on vit à Paris, très rapidement, on se dit si on peut vite se mettre en couple et baisser le loyer, c'est pas mal. L'offre immobilière, elle est vraiment conçue pour la famille nucléaire. Elle est conçue avec une chambre parentale, des chambres pour les enfants. Et en fait, donc déjà en coloc, ça va pas. Même la coloc traditionnelle, les jeunes qui se disent c'est pas ma coloc pour le reste de ma vie, c'est pas grave si c'est pas nickel, il y a toujours quelqu'un qui a une chambre qui est plus grande que l'autre. Donc déjà, il y a des déséquilibres qui se créent. Quand on veut créer une colocation, ou plutôt on dit plutôt cohabitation, quand les gens ont plus de 30 ans, bizarrement, quand on veut créer une colocation, une cohabitation sur le long terme, là, il y a aucun logement, en fait, qui ne convient. Il n'y a juste rien qui est pensé pour avoir plusieurs personnes qui ont le même statut dans l'appartement et qui veulent la même chambre. On pourrait aussi penser, par exemple, ce qu'on appelle des sépartements ou ce que j'appelle aussi parfois des copartements, quand c'est des couples séparés qui veulent continuer à vivre ensemble, avoir un espace collectif pour la famille et les enfants et 2 espaces privatifs pour les parents, qu'on peut aussi imaginer en coparentalité choisie, donc quand on fait des enfants avec des amis ou avec des personnes qu'on a rencontrées sur des sites internet pour cet objectif. On pourrait imaginer des appartements comme ça. Et certaines personnes y arrivent, mais on n'y arrive que si on achète sur plan et que on a l'argent d'acheter sur plan et de refaire le plan et de tout repenser ou de faire des gros travaux, de trouver 2 apparts à côté, voilà. Donc l'offre, elle n'est pas adaptée aux besoins actuels en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Et alors, quels sont les modèles alternatifs qui s'offrent à nous quand on n'est pas, on se reconnaît pas dans cet amour romantique, on veut quand même, par exemple, faire des enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors sur le faire famille, il y a plein de choses qui sont possibles maintenant, d'autant plus maintenant que la PMA a été ouverte à presque toutes. On peut effectivement se tourner vers la PMA seule. On peut se tourner vers... c'est ce que vous avez fait. Oui, mais pas en France. En France. Parce que c'était pas autorisé. Parce que c'était pas autorisé à l'époque, parce que ça prend toujours trop de temps. Mais si je le faisais aujourd'hui, je le ferais toujours à l'étranger, parce que ça prend trop de temps en France, parce qu'on n'a pas de contrôle sur la façon dont on va avoir un enfant, et parce que les personnes asexuelles et aromantiques sont discriminées. Je vous renvoie vers l'article que j'ai fait pour Cosette, dans lequel on voit des centres de PMA qui, au téléphone, vont littéralement dire « Ah non, on ne prend pas les moins de 29 ans, les célibataires de moins de 29 ans, ou « Ah non, on ne sait pas s'occuper des personnes asexuelles qui n'ont pas eu de rapport sexuel. » Donc on est vraiment dans une discrimination complètement illégale et éhontée. C'est-à-dire que les gens trouvent ça tellement normal, en fait, qu'on ne s'occupe que des personnes en couple, qu'ils n'ont aucun problème à dire qu'on ne prend pas les célibataires pour leur donner la PMA, alors que c'est bien sûr
légalement interdit. Donc on peut faire ça. Mais on peut quand même faire ça. Il y a des centres de PMA qui sont beaucoup plus ouverts, qui sont accessibles. Ça peut être gratuit. Si on a un peu plus d'argent, on peut aller à l'étranger. On peut faire de l'adoption. On peut faire de la coparentalité avec des amis. On peut demander à des amis de nous faire un don de sperme. Et ces amis peuvent être dans la vie de l'enfant, peuvent être des parrains, peuvent être des marraines. On peut complètement réimaginer en fait le nombre de parents qui peuvent être aussi impliqués dans ce projet. C'est de plus en plus acquis que accepter, en tout cas dans une marge de la société, que cette idée de la famille dans laquelle il y aurait que 2 parents qui s'occuperaient des enfants et qui seraient coupés du reste du monde, ça ne fonctionne pas. Et historiquement, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et donc de se dire, en fait, on va être plusieurs parents ou plusieurs référents, ou alors on aura des amis qui vont avoir des rôles d'allo-parents, donc autres parents qui vont pas être parents sur le papier, mais qui vont avoir un rôle dans l'enfant, qui vont être des référents, qui vont participer à l'éducation des enfants. Donc en fait, et je donne plein d'exemples dans mon livre de façons de faire famille avec ou sans enfants, parce que c'est aussi tout à fait valide de ne pas vouloir d'enfants, mais il y a tellement de choses magnifiques à imaginer en fait, et c'est ce que j'essaye de dire. Si on réalise qu'on n'est pas obligé de prendre l'escalator, qu'on peut sortir, on peut sauter de l'escalator et partir à côté sans problème, qu'on va pas s'écraser dans le vide, et ben là on peut commencer à imaginer plein de schémas qui correspondent plus à ce dont nous on a envie, à notre réalité, à nos espoirs, aux gens qui sont dans notre vie. Après il y a des limites qui sont les contraintes immobilières, qui sont les contraintes financières. Et là, et c'est pour ça aussi que je voulais écrire ce livre, c'est qu'on peut changer les choses collectivement et politiquement. Les gens ne sont pas obligés de galérer, en fait. Toutes ces décisions-là qui ont été faites, qui fait que l'impôt sur le revenu, il favorise les couples avec une personne qui gagne plus que l'autre qui sont mariés, que l'héritage favorise, bien sûr, les gens qui ont de l'argent, mais surtout les gens qui sont en couple et qui ont des enfants. Tout le système en fait de notre société, il a été organisé pour favoriser le couple. Et si on a une volonté politique de changer la situation, je dis pas que ça va arriver dans les jours et dans les mois et dans les années qui viennent, mais on a un travail de fond qu'on peut faire. La première étape, c'est de visibiliser en fait le fait que le couple est une construction patriarcale. Et puis après, c'est de commencer à imaginer d'autres possibles et de commencer à pousser les discussions. Et malheureusement, juste avant que l'Assemblée soit dissoute, il y avait un projet de loi qui a été déposé, notamment pour les familles monoparentales, en disant pourquoi les familles monoparentales ont plus de difficultés financières. C'est la première catégorie de personnes en situation de pauvreté. Comment faire pour qu'on change ça ? Par exemple, il y a une carte famille nombreuse. Pourquoi il n'y aurait pas une carte famille monoparentale ? Donc c'est plein de petites idées comme ça. On se dit, ah bah oui, pourquoi est-ce que les familles monoparentales ne pourraient pas avoir des tickets moins chers quand elles prennent le train ? Ça, c'est une bonne idée. Et donc voilà. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place. Et même si elles ne seront pas votées dans 2 ans, on a encore le temps de réfléchir, de travailler comme ça en souterrain, de visibiliser pour que ça mature dans nos cerveaux et que le moment où on aura les votes, on pourra les faire voter. Eh bien, on va terminer là-dessus, sur imaginer d'autres possibles. Merci beaucoup, Aline Laurent-Maillard, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre post-romantique, Comment moins de romance pourrait sauver l'amour et la société, est disponible aux éditions JC Lattès. Et c'est quand même relativement joyeux, donc lisez-le sur la plage, il n'y a pas de problème, ça ne va pas vous déprimer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, donc ce qui nous permet de produire ce type de contenu, c'est vous. Alors si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.